téléspectateurs. Nous revoilà sous l'arbre à palabres, Esprit sans frontières pour un monde en partage. Évidemment, nous sommes sur la DSN TV, qui est la télévision, il ne faut jamais l'oublier, de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai un éminent invité, un éminent homme de culture, un professeur, un chercheur, Mahamadou Lamine Sagna. Mahamadou Lamine Sagna est docteur en sociologie. Il a été professeur aux États-Unis pendant une douzaine d'années, notamment à l'université de Princeton. Il est chercheur et conférencier aussi donc, sur des thématiques très diverses, comme la question donc, de la pauvreté et des liens financiers, la société civile. Il est très intéressé aussi par les problèmes de leadership africain notamment. Il est aussi auteur, il est écrivain, il est auteur de Monnaie et Société, qui est sorti aux éditions Harmattan donc, en 2001, et un livre, un excellent livre qui s'appelle Violence, racisme et religion en Amérique, aux éditions Caran, donc c'est en juillet 2016. D'ailleurs, lui-même, il est le responsable de la collection Distorsion dans ces mêmes éditions. Et il faut préciser que ce livre dont je viens de parler, je répète, Violence, racisme et religion en Amérique, eh bien ce livre est décliné à travers la figure emblématique d'un des plus grands intellectuels et penseurs américains qui s'appelle Cornel West et qu'on appelle Dr West aux États-Unis. D'ailleurs, Lamine Sagna peut-être pourra nous préciser aussi, nous dire pourquoi il l'appelle une pensée rebelle. Parce que si on regarde son livre, on voit que c'est violence, racisme et religion en Amérique, Cornel West, une pensée rebelle. Et en plus, il y a aussi un philosophe saturé de blues et imprégné de jazz. Il faut aussi dire que cet homme qui est polyvalent, cet homme qui est pluriel, eh bien, il est aussi engagé dans des actions concrètes avec l'association qui fait presque office de think tank, qui est vraiment ressource sous nous net. Alors donc, ma première question, en recevant mon cher ami et frère Mahamadou Lamine Sagna, comment toi, tu peux te situer par rapport aux téléspectateurs? Qui est Mahamadou Lamine Sagna? Oui, merci beaucoup. Merci Ndongo pour cette belle introduction, présentation. Je suis très heureux de te retrouver puisque tu es ce que l'Afrique recherche et a de plus profond, c'est-à-dire un personnage romantique en ce sens que tu fais d'énormes travaux pour exprimer les affects des Africains et en même temps tu es un personnage conceptuel puisque tous tes travaux, notamment dans la poésie, recouvrent des idées essentielles. Donc de ce point de vue, tu es ce double personnage dont parlait Deleuze, donc un personnage romantique et conceptuel. Je suis donc très heureux d'être à tes côtés et de pouvoir parler à nos compatriotes sénégalais, africains, j'allais dire, La diaspora. de la diaspora, et de pouvoir faire cette interview avec toi. Il est très difficile de se définir, de savoir qui on est. C'est une question éminemment difficile à répondre. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je suis le produit d'une société ouverte, multiculturelle, tolérante, puisque je suis né à Ziguinchor, dans un environnement où j'ai grandi avec différents groupes ethniques, différentes religions. Tolérance. Et il y a toujours eu la tolérance, où on ne faisait pas la distinction qui est de quel groupe ethnique ou religieux. Ceci étant, j'ai passé une enfance heureuse et
Puis j'ai grandi un peu entre Ziguinchor et Dakar, donc, où j'ai été au lycée Vanvo. Ensuite, comme j'étais meneur de grève... Ah bon, toi aussi? J'étais un grand gréviste. Moi, j'étais justement au lycée Blaise Diagne. Les gars de ma génération me connaissent très bien. Et ensuite, j'étais au lycée de la Fosse où j'ai continué aussi à mener des grèves. Ah ça, je suis content de savoir ça. Donc, d'ailleurs, beaucoup de gens s'étonnent que je puisse arriver à ce niveau d'études, puisque les études étaient très secondaires pour moi. C'est quelque chose de pas essentiel. Comme quoi, vous ne devez pas vous décourager, chers jeunes frères. Eh bien voilà, un rescapé, justement. On peut être rescapé à tout moment. Par contre, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des grands frères du quartier. Et un oncle surtout qui m'a dit, écoute, il paraît que tu ne veux pas faire les études. Est-ce que j'ai bien entendu? J'ai dit non, 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 tu as mal entendu. Donc je craignais quelque chose et donc j'ai fait des études. Et je ne regrette pas puisque ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà en gros ce que je peux dire sur moi. Le reste, je répondrai aux questions. Oui, comme quoi, je crois que c'est important justement qu'il y ait de l'éducation suspendue sur notre tête comme une épée de Damoclès. Parce que c'est important justement de craindre, comme tu dis si bien, quelqu'un. Ça nous aide justement à transcender, donc à aller beaucoup plus loin. Et moi, je voulais juste savoir, Lamine, est-ce que tu as toujours été intéressé par les problèmes que tu traites aujourd'hui, la question de la pauvreté et des liens financiers? Tu as écrit un livre qui s'appelle Monnaie et Société, donc aux éditions La Matin en 2001. Tu fais des conférences, des interventions sur des thématiques aussi diverses que la société civile. Actuellement, nous savons, la société au Sénégal, comment justement est importante justement cette notion de société civile, comment est importante la notion de laïcité. D'ailleurs là actuellement, je crois que ça, dans quelques jours là, il y a un très grand justement débat au Sénégal sur la laïcité, donc qui va se poser avec beaucoup d'intervenants. Et puis aussi sur le leadership africain. Et toi, c'est des choses qui t'intéressent. Et surtout, au-delà de la théorie. Je disais tout à l'heure que tu nous en parleras tout à l'heure aussi par rapport à cette association. Est-ce que tu as toujours été intéressé par ces thématiques-là? Oui, je suis intéressé par ces thématiques et il me semble que le dénominateur commun de ces thématiques, en tout cas de mon point de vue, c'est la monnaie. En fait, la monnaie a cet aspect paradoxal et que en même temps c'est un moyen de paiement donc qui met fin au système d'endettement et en même temps il dit autre chose, c'est-à-dire que lorsque je faisais ma thèse de doctorat, j'ai approché la question de la monnaie comme à partir du concept de fait social total de Marcel Mauss. Un fait social total, c'est quoi? Un fait social total, c'est qu'un fait qui s'impose à nous, ça peut être la langue, tout ce dont on est obligé, quand on doit faire avec. C'est ça le fait social, ça s'impose à nous. Et le fait social total chez Mauss, c'est quelle que soit la petitesse ou, j'allais dire, la grandeur d'un fait social, c'est le rapport que ça entretient avec la culture, la religion, en fait toutes les dimensions de la vie. Autrement dit, l'argent est un fait social total, c'est-à-dire qu'à partir du rapport à l'argent, on comprend le rapport à la culture, à l'histoire, aux autres, et un rapport économique, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la vie sociale. Et donc il se trouve que moi, ma formation de base, j'ai fait une école de commerce, et j'étais très intéressé, j'ai fait aussi de l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire comprendre les déviances par rapport à la culture. Et toutes ces questions-là m'intéressaient. Avec la sociologie, j'ai trouvé le dénominateur commun donc, qui est la monnaie. Et donc la monnaie, à partir de ce rapport de fait social total, ça me permet de voir le rapport religieux, le rapport séculier et non séculier. Parce que dans la société africaine où nous vivons, c'est un système d'endettement généralisé. Nit garabou nit, cela veut dire que l'on est en rapport d'endettement. On ne peut exister que si on tient compte des relations que nous avons avec les autres. Et ces relations-là sont dans un circuit de dette. Autrement dit, on a des dettes vis-à-vis des ancêtres, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du commun, quoi. Mais la question essentielle dans ça, c'est que l'argent permet pratiquement de faire du paiement. Donc, or, le paiement du point de vue de l'anthropologie, quand tu payes quelque chose, tu mets fin à l'endettement. Ça, c'est une dimension de l'argent. L'autre dimension de l'argent,
et que ça permet de faire des sacrifices. Et en anthropologie, lorsqu'on fait des sacrifices, c'est des paiements qui n'ont pas de fin. Parce que, par exemple, la dette vis-à-vis de nos ancêtres, la dette vis-à-vis de Dieu, elle s'éteint jamais. C'est pour cela que nous faisons des sacrifices. Or, dans la modernité de l'économie, payer quelque chose, c'est mettre fin à la dette que tu as. C'est-à-dire que si je te dois quelque chose, si je te paye, je mets fin à cette dette-là. Mais dans la religion, donc voilà, donc tu vois d'où vient la question de la sécularité et la question de la rationalité analytique qu'on pourrait voir depuis Weber et puis quelque part Durkheim avec la sécularité qui se dessine autour du rapport économique, du rapport à l'argent. Donc voilà en gros ce qui fait que ces thématiques-là, que ce soit la laïcité, la question du sacrifice, la question de la violence, toutes ces questions se retrouvent sur la question monétaire, à mon avis. Et toutes mes recherches donc, même si je fais des bifurcations dans la société civile, l'exclusion, toutes ces questions-là, c'est de voir le rapport qu'on a à l'argent. En fait, comme quoi la monnaie et l'argent, disons, mènent à tout. C'est ça. Je crois que ce qui est important aussi ici, dans cette pensée de Marcel Mauss, qui était un très très grand sociologue, qui avait une dimension très profonde et très féconde d'ailleurs, Mauss, et c'est que justement cette relation entre la sécularité, entre la monnaie, entre le sacrifice, et tout cela, je crois que eh bien, ça vous a mené forcément à toute cette recherche sur la société civile, sur le leadership africain, sur la violence dans ton dernier livre là, qui est justement violence, racisme et religion en Amérique, encore une fois aux éditions Caran, et dont toi-même tu es le responsable de la collection d'ailleurs Distorsion, dans laquelle sort le livre. Et surtout, encore une fois, on revient à cette figure charismatique, emblématique, cette figure extrêmement forte de Cornel West, qu'on appelle aussi le Dr West aux États-Unis, et que tu appelles, que tu qualifies de pensée rebelle. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse au premier point, tout à l'heure je disais que justement, ce livre, je m'en suis emparé comme une chose mienne, et que justement je suis en train de cultiver ce livre, de le boire, de l'arroser de mon sucre pour qu'il me revienne justement sous forme de savoir, d'apprentissage, de patrimoine, d'héritage. Eh bien, je dis justement ce livre-là, pourquoi la figure emblématique de Cornel West? Pourquoi lui? Pourquoi pas, je sais pas, Jonathan Michel, j'invente un mot comme j'invente un nom. Pourquoi pas son de Fat Ndiaye? Je sais pas, pourquoi Cornel West quoi, dans ce choix? Ouais, j'ai choisi Cornel West parce que d'une part, je voulais comprendre l'Amérique, non pas de ce que les gens disent, ou certains qui sont extérieurs parlent de l'Amérique, mais la façon dont un auteur qui vient de cette société-là parle de sa société, d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on vit aux États-Unis de voir qu'un philosophe fait de la philosophie continentale, c'est-à-dire la philosophie européenne telle qu'on l'a fait ici. Parce que aux États-Unis, c'est la philosophie analytique. Et cette philosophie analytique-là, c'est juste une question de logique presque, parce que c'est une philosophie fondamentalement la logique. Et ce qui fait que la plupart des philosophes qui font de la philosophie continentale, quand ils vont en Amérique, ils enseignent, mais comme Derrida d'ailleurs, ils enseignent dans des départements de français, de littérature, etc. Puisque dans ces départements-là, on n'enseigne pas la philosophie continentale, ou on l'enseigne de façon accessoire. Et il se trouve que Cornel West, c'est quelqu'un qui est un personnage donc, qui est né aux États-Unis, qui a vécu là-bas, qui a fait tous ses cours à Harvard et à Princeton, et qui développe une philosophie continentale. Je trouve que sa pensée est rebelle en ce sens d'abord qu'il fait de la philosophie continentale dans un environnement analytique, d'une part, et d'autre part la façon dont il se sert de la musique, notamment du jazz et du blues,
pour essayer de traiter des questions philosophiques. Ça, c'est extraordinaire, ça. Moi, voilà. ça m'a épaté, moi. Voilà. Les questions même de la démocratie, du statut de la vérité, toutes ces questions-là, comment il part à partir de quelque chose qui paraît accessoire, ou du moins qui paraît marginal, puisque le blues et le jazz, rappelons-le, vient des populations marginalisées. Et comment c'est le lieu précisément pour essayer de penser le monde, le devenir du monde. Et ça, je trouve que cette pensée-là, elle est rebelle, elle est révolutionnaire. Et elle est révolutionnaire non seulement par rapport à la pensée dominante aux États-Unis, mais aussi elle est révolutionnaire, y compris dans la façon d'objectiver quelque chose de marginalisé, de le mettre au centre de la pensée. Je trouve que ça, c'est extraordinaire. Et puisque dans ce livre, il traite différentes questions, je pense qu'on y reviendra, mais parmi lesquelles, comment, par exemple, dans un concert, dans un groupe de jazz, comment il y a une expérience démocratique, c'est-à-dire qu'à partir des thématiques communes, le jazzman, le musicien, le saxophoniste va faire son solo, puis le guitariste, etc. C'est-à-dire que c'est des moments où chacun dit sa vérité, puisque on est là dans une problématique essentielle de la philosophie. Est-ce que la vérité, elle est transcendantale, ou est-ce que c'est simplement cette vérité à laquelle on doit croire, ou bien à la vérité générique, c'est-à-dire la vérité transcendantale, comme dans la religion, tout ce qui provient de Dieu, etc. Ça, c'est une vérité transcendantale. Et la vérité générique, par exemple, la science, à partir d'une vérité qui génère une autre vérité, tous les objets scientifiques, etc. qu'on trouve. Et donc, ces questions essentielles, on le trouve dans le jazz, c'est-à-dire que la vérité, en même temps, elle est transcendantale, puisqu'on joue sur des thématiques, des gammes communes, et en même temps, elle est générique, puisque en fonction de mon solo, l'autre va faire son solo, etc. Elle va dire sa vérité. Et je trouve que ça, c'est fondamentalement révolutionnaire, et c'est une pensée rebelle. C'est pour cela que je pense que Cornel West méritait d'être connu, de sa pensée méritait d'être connue, en dehors du fait qu'on était très amis, hein, aussi, il faut le dire, ça joue, hein. On était très proches, très amis, on a co-enseigné ensemble à Princeton, mais j'ai découvert chez cet homme-là quelque chose de très puissant que je voulais partager avec le monde. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, il disait Cornel West, quand j'ai le blues, je chante le blues. Oui. Et j'adore cette formule. Et donc, c'était une espèce d'invitation au dépassement de la violence structurelle et idéologique, en s'inspirant simplement de l'esprit du blues, du jazz et aussi du rap d'ailleurs. Oui, ce qui est très africain, ce qui est très africain, on chante toujours, même quand on est mal, quand on déprime, oui. On est toujours en train de chanter, voilà, c'est une façon de dépasser le drame qu'on vit, le monde tragique que nous vivons, et essayer de chanter pour dépasser la situation vécue.